Dans ce vidéo, nous traitons de la détention d'un immeuble aux États-Unis par un particulier, soit de façon individuelle ou conjointe avec d'autres individus. Il s'agit en pratique du mode de détention le plus simple. Et il confère certains avantages, notamment dû à sa simplicité, un coût très faible. Deux désavantages importants liés à la détention par un particulier résident dans les taux d'imposition américains plus bas sur le revenu locatif et les taux d'imposition américains plus bas pour le gain en capital. Parmi les désavantages, il n'y a d'abord aucune protection légale. Par exemple, un individu résident de la France qui détient un condominium à Miami, en Floride, dans la mesure où une personne pouvait être blessée dans cette propriété, une poursuite résultant d'une blessure dans l'immeuble fera en sorte que le résident français sera poursuivi personnellement. Un autre désavantage lié à la détention d'un immeuble personnellement réside dans l'application des droits successoraux américains. Un résident du Canada qui détient un immeuble au lac Champlain, aux États-Unis, à son décès sera visé par l'application des droits successoraux américains. De plus, les règles d'homologation de testament, appelées probate fees aux États-Unis, s'appliqueront lorsque l'immeuble est détenu personnellement. Dans une telle situation, au moment du décès, les tribunaux américains devront être interpellés afin de pouvoir transférer les titres de propriété aux bénéficiaires de la succession. Finalement, un autre désavantage important s'applique lorsqu'il y a plusieurs investisseurs dans le cadre d'un projet immobilier. Vous pouvez imaginer qu'un projet immobilier aux États-Unis qui serait détenu par une centaine de personnes non résidentes des États-Unis viendra créer des problèmes de conformité importantes pour chacune de ces 100 personnes investisseurs. La détention conjointe plutôt qu'individuelle amène une différence importante, c'est-à-dire à l'égard des frais d'homologation de testament. Ainsi, lorsqu'une propriété est détenue à l'intérieur d'un contrat qu'on appelle un joint ownership with right of survivorship, c'est-à-dire que par contrat, la propriété est détenue par deux personnes et qu'au décès du premier, la propriété est automatiquement transférée au deuxième copropriétaire. Dans cette situation, les frais d'homologation de testament ne s'appliquent pas et les tribunaux n'ont pas à être impliqués pour effectuer le transfert du titre de propriété. Par ailleurs, les mêmes désavantages et avantages s'appliquent, c'est-à-dire au niveau des avantages, les taux d'imposition sont plus bas au niveau du revenu locatif et du gain en capital, et pour les désavantages, il n'y a toujours aucune protection légale, une complexité importante au niveau de la conformité lorsqu'il y a plusieurs investisseurs. Il y a un désavantage supplémentaire qui peut s'appliquer. Lorsqu'une propriété est achetée par plusieurs membres d'une même famille et qu'une personne se voit attribuer une portion de la propriété qui est plus grande que la quote-part des fonds qui a été fournie pour acheter cette propriété, l'impôt sur les dons peut s'appliquer. Par exemple, un immeuble est acheté par deux résidents de la France. L'immeuble sera détenu 50% par le résident numéro 1 et 50% par le résident numéro 2. Afin d'acheter la propriété, l'individu numéro 1 contribuera 400 000 $ et l'individu numéro 2 contribuera 100 000 $. Puisque le contrat prévoit que la propriété est détenue 50% chacun, l'individu numéro 1 sera considéré avoir fait un don de 150 000 $ à l'individu numéro 2. Ce don peut être visé par l'impôt sur les dons aux États-Unis et sera imposé à un taux de 40%. Par conséquent, la personne numéro 1 qui est considérée avoir fait ce don de 150 000 $ devra payer un impôt sur les dons aux États-Unis. De plus, au moment du décès, la loi américaine prévoit que dans le cadre d'une détention par plusieurs personnes, la première personne qui décédera devra inclure la totalité de la valeur de l'immeuble dans sa succession, sauf dans la mesure où il pourra être démontré
que les autres copropriétaires ont contribué leurs propres fonds pour acheter l'immeuble. Afin de réduire l'impact des droits successoraux, une technique fréquemment utilisée consiste à prendre une hypothèque sans recours sur l'immeuble. Aux États-Unis, nous les appelons un non-recourse mortgage. Donc, une hypothèque sans recours fait en sorte que le créancier, souvent une banque, aura comme seul recours de reprendre l'immeuble s'il y a un défaut de paiement. L'avantage de cette technique réside dans le fait que, au fin de l'application des droits successoraux, la valeur de l'immeuble sera réduite de l'hypothèque sans recours. La problématique vient du fait que plusieurs institutions financières qui utilisent des prêts sans recours le feront que pour une faible portion de la valeur de l'immeuble. Par exemple, un résident du Canada qui achète un condominium en Floride à un coût de 500 000 se verra prêter par une banque américaine un maximum d'approximativement 60 % de la valeur de l'immeuble avec un prêt sans recours. Cette structure de prêt sans recours peut aussi être utilisée entre personnes liées. En pratique, nous voyons des situations où un individu aura créé une fiducie en contribuant, par exemple, 1 million de dollars à cette fiducie, et la fiducie effectuera un prêt sans recours à l'individu pour qu'il procède à l'achat de l'immeuble. Ainsi, immédiatement après l'achat, l'immeuble a une valeur de 1 million de dollars, l'individu a une dette hypothèque sans recours de 1 million de dollars, donc la valeur des biens détenus aux États-Unis est de 0. Et aucune application de droits successoraux ne s'appliquerait si l'individu décédait à ce moment.